Non, je pense pas que tout ait besoin d'être médiatisé dans la vie, et pour deux raisons principales. Premièrement, et c'est probablement la raison la plus évidente à laquelle vous pensez, c'est parce que toutes les recherches ne se valent pas. Si on parle de tout, ça veut dire qu'on fera plus la différence entre ce qui est vraiment important, de ce qui est futile, de ce qui est exploratoire, ce qui est prouvé, ce qui est encore un débat. Et donc si on met sur un pied d'égalité, en termes de couverture médiatique du moins, la recherche d'un huluberlu au même niveau que des études cliniques sur des milliers de personnes, on a un problème. Et je pense qu'une partie du travail journalistique consiste justement à faire ressortir la recherche qui a réellement de la valeur pour nous citoyens. Mais si on se met à communiquer sur tout, on peut plus distinguer un résultat de recherche qui changera notre vie dans les 5 prochaines années d'une anecdote. Cela dit, même si c'est pas forcément pertinent de médiatiser toutes les recherches, aujourd'hui, on est encore très très loin d'avoir atteint le point où on médiatise trop la bonne science. On a encore une belle grosse marge de manœuvre devant nous. Deuxième raison, et c'est la raison principale, c'est ce dont je voudrais surtout parler dans cette vidéo, c'est les faux espoirs qu'on retrouve particulièrement quand on essaie de vulgariser le domaine médical. J'ai souvent été confrontée à ça quand je faisais de la recherche et que j'avais ce désir de vulgariser. Et tout s'est cristallisé au début de ma thèse. Il y avait une ou un journaliste, je sais plus, qui voulait me parler de mon projet de recherche et évidemment j'avais demandé l'autorisation à mon directeur et il a refusé. Et la raison qu'il m'a donnée à l'époque, c'était pour ne pas donner de faux espoirs au public. Alors j'avais été un peu vexée, parce que vu toute la vulgarisation que je faisais déjà depuis des années, je trouvais ça un peu fort de café de penser que j'allais avoir la malhonnêteté intellectuelle de survendre ma recherche. Et pourtant non, même sans survendre, même en étant terre à terre, on peut créer de faux espoirs. Il se trouve que dans tous les projets de recherche que j'ai faits et qui sont publics, ils étaient toujours très liés à l'humain. Le premier, c'était une méthode pour amener un médicament contre le cancer de façon ciblée, et le second, c'était pour soigner essentiellement les patientes atteintes de scoliose. Par contre, mes deux projets étaient hyper exploratoires. Exploratoire, c'est la façon polie de dire, en général, que ces explorations ne seront jamais appliquées sur les humains parce que c'est pas viable, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Sauf que moi, je le sais que mon projet a de bonnes chances de ne jamais voir le jour. Et je sais aussi que c'est normal, et ça ne m'empêche pas de me régaler à travailler là-dessus. Mais la seconde où j'ouvre la bouche et où j'annonce que je travaille sur un traitement contre le cancer, peu importe toutes les nuances que je peux amener dans mon discours, j'ai créé de l'espoir dans la tête des gens. T'imagines ? Si ça marchait. Et donc je crée un très probable faux espoir, parce que ma méthode ne fonctionnera donc probablement jamais. Par contre, les résultats que j'ai générés permettront à d'autres chercheurs de s'appuyer sur des données pour explorer d'autres voies. Ma recherche, elle n'est pas inutile, elle était utile, mais de façon très limitée, seulement pour d'autres chercheurs dans un cercle fermé. Et dans ce lab en particulier, celui du cancer, je me souviens d'une fois où on avait reçu une lettre manuscrite. Une lettre donc, personne ne reçoit de lettres dans un lab a priori, il y a les mails, il y a le courrier interne, mais il n'y a pas de lettre. Et c'était un homme clairement désespéré qui avait récolté des articles de presse sur les travaux du lab. Et de mémoire, je pense qu'il se portait volontaire pour qu'on fasse des tests sur lui. Je me souviens pas du détail, mais je me souviens que la lettre elle partait un peu dans tous les sens, il était assez dur à comprendre. Mais c'est d'une tristesse, surtout qu'à cette époque-là, c'était il y a peut-être 9 ans, quelque chose comme ça, le lab n'avait aucune technologie, aucune, assez mature, pour ne serait-ce qu'envisager des tests sur les humains. Aujourd'hui, c'est plus vrai, mais il y a 9 ans, moi je mettais ma disquette, oui, disquette, dans la CNC pour fabriquer des modèles de vaisseaux sanguins en plastique. Il y avait une marge en fait avant de faire des tests sur les humains. Mais les articles de presse sur notre laboratoire, il les avait lus, il avait donné l'espoir, parce que évidemment dans les articles on dit qu'est-ce que cette recherche pourrait amener. Et il avait tout décortiqué, rassemblé, il s'était projeté comme la première personne qui serait guérie grâce à une de nos techniques. Et ce genre d'espoir, je pense qu'on en a besoin à l'échelle de la société, de l'humanité, de se dire qu'un jour on saura traiter telle ou telle maladie, probablement pas demain, mais dans quelques décennies, voire générations, ce sera mieux. Il est important cet espoir-là, je trouve, il motive les troupes. Mais à l'échelle individuelle, quand on doit briser les rêves de santé de quelqu'un qui est en souffrance aujourd'hui, c'est plus dur. Et après ça, quand j'ai travaillé sur la scoliose, c'était encore pire, parce que ce sont des parents inquiets pour leurs enfants qui veulent avoir des réponses. Et je vais peut-être vous donner un peu de contexte, mais moi, à la base, je suis formée en ingénierie mécanique. Je suis pas médecin. J'ai des connaissances médicales minimales, en fait, pour faire mes projets appliqués au domaine médical,
Mais je suis pas médecin, on a des médecins dans l'équipe justement pour combler nos lacunes. Et autant pour le projet du cancer, j'avais fait beaucoup de vulgarisation, c'est comme ça que j'ai commencé dans ce milieu d'ailleurs, autant pour mon doctorat, là mon directeur m'a recadré tout de suite, et je n'ai jamais présenté mon projet devant un public non initié en tout cas, à cause de cette peur du faux espoir, quoi. Et c'est pour ça que j'ai jamais non plus détaillé mes recherches sur YouTube. Créer de l'espoir, oui, créer du faux espoir, non. Alors on fait quoi? Moi je suis tiraillée entre ma volonté de vulgariser encore et toujours plus, et cette crainte-là qui est bien réelle. Alors fort heureusement, je n'ai pas trop cette problématique sur YouTube, quand je parle de l'air dans les poivrons, des peluches de nombril ou des pieds hors de la couette. Donc, sur YouTube, je choisis mes sujets et j'évite largement ce genre de sujets-là. À la radio, même si je peux refuser certains sujets, je suis plus exposée à des sujets qui touchent la santé des gens, donc là j'ai vraiment cette réflexion-là. Et il n'y a pas 36 méthodes pour éviter de créer des faux espoirs. Pour moi, c'est 3 règles, disons. La première, essentielle mais non suffisante, c'est ajouter de la nuance là où elle est nécessaire. On a telle chose qui fonctionne dans tel contexte, et ben on n'oublie pas de mentionner le contexte, c'est important. Pas de promesses, beaucoup de nuances. Alors c'est pas sexy, évidemment, mais c'est plus juste. Deuxièmement, c'est peut-être un petit peu plus large, mais c'est d'identifier les limites de ma compréhension autant que possible et de passer le sujet à quelqu'un d'autre si je sens que je pourrais propager des informations qui sont fausses ou incomplètes et donner des faux espoirs malgré moi finalement. Troisièmement, c'est de limiter la mise en avant des recherches préliminaires. Je suis souvent contactée par des étudiants qui voudraient que je mette leur projet en avant, mais l'essentiel du temps, ces projets-là n'ont pas de conclusion. Forcément, ils sont en train de faire leurs recherches. C'est normal qu'il n'y ait pas de conclusion. Alors il y a une place pour parler des recherches qui sont en cours, qui n'ont pas de réponse. Je l'ai fait moi-même plein de fois en conférence, dans des concours de communication de la recherche, etc. Mais quand il n'y a pas de conclusion pour le grand public, ça veut dire que c'est le public qui va s'inventer lui-même cette conclusion pour combler la fin de l'histoire. Et ça c'est problématique parce que évidemment on fait passer un message qui n'était pas existant finalement. Bon, voilà, bon, j'ai conscience que je suis partie un petit peu dans tous les sens dans cette vidéo, c'est pas grave. Merci pour vos réponses sur la précédente vidéo. Je vous avoue que ça m'a pas amené beaucoup de clarté, parce que entre toutes les réponses, quand j'ai comptabilisé après 2-3 jours, et finalement, il y a un petit peu tout qui vous intéresse. On n'est pas sorti du bois, les amis. Mais tant mieux, ça veut dire qu'on est là pour un petit bout encore. Sur ce, écoutez, on se retrouve lundi prochain. À la prochaine. Bye.